À l'entame de ce 20h, un extrait du message du ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sissavané, souhaite une année scolaire 2023-2024 réussie avec l'engagement de tous. La réouverture des classes est prévue pour demain lundi 2 octobre. Le syndrome des ovaires polykystiques est une pathologie peu connue et pourtant elle est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Selon un sondage à travers les réseaux sociaux, plus de 63% des femmes souffrent de ce mal et peu en parlent. Dans la chronique culture et société, on parle de la journée mondiale du tourisme. L'événement est célébré le 27 septembre de chaque année. Dans ce numéro, Alpha Maïga met l'accent sur les efforts du département de la culture pour le développement du secteur touristique. Toujours dans la mouvance de la fête de l'indépendance, un gros plan intitulé Le sport malien d'hier à aujourd'hui vous sera proposé. Déjà, il faut retenir que le sport malien, toutes disciplines confondues, a vécu des moments d'émotion à tous les niveaux. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Une année scolaire 2023-2024 est réussie avec l'engagement de tous. Un souhait du ministre de l'Éducation nationale à la veille de la rentrée académique qui débute demain 2 octobre 2023. Le ministre Amadou Sissavané salue les bons résultats des examens de l'année scolaire écoulée et l'engagement du président de la transition, du Premier ministre et tous les membres du gouvernement pour leur appui constant pour la cause de l'école malienne. Nous l'écoutons au micro de Fadema Keita. Le lundi 2 octobre 2023, les structures d'éducation préscolaire et spéciale, les écoles fondamentales, les instituts de formation de maîtres, les établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel et les structures de l'éducation non formelle ouvrent leurs portes. En d'autres termes, la rentrée des classes 2023-2024 aura lieu à cette date. Permettez-moi tout d'abord de remercier les acteurs de l'école, les partenaires sociaux, techniques et financiers. Ils ont contribué à la réussite de l'année scolaire 2022-2023. En effet, en 2022-2023, les cours se sont normalement déroulés sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de certaines zones d'insécurité. Ils se sont terminés avec l'organisation d'examens globalement satisfaisants. Nous sommes déterminés à intensifier la lutte contre les fléaux qui minent notre système éducatif. Dans le cadre des engagements pris par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, devant les gouverneurs de région, d'importants efforts de réalisation d'infrastructures, de réhabilitation d'écoles, d'équipement des écoles et de formation des enseignants sont en cours à l'effet d'améliorer les conditions d'études et de travail de milliers d'élèves et d'enseignants. Chers parents d'élèves, il est important que la famille et l'école jouent pleinement leur rôle dans la formation intellectuelle et morale de l'enfant. Ainsi, aurons-nous des citoyens acteurs de développement. L'administration scolaire sera toujours à vos côtés pour vous apporter son expertise. La réussite de nos enfants passe obligatoirement par la synergie d'action entre l'école et la famille. Chers élèves, vous êtes l'espoir et l'avenir de vos familles et de votre pays. L'année scolaire qui commence requiert de vous beaucoup de courage, de sacrifice, d'assiduité et de discipline. Voyons à présent les préparatifs au niveau de certains établissements et l'état des marchés où les fournitures scolaires sont prisées. C'est avec Bemba Sibi. À la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, les établissements scolaires effectuent les derniers réglages. Au groupe scolaire Mamadou Konaté, on donne les derniers coups de pinceau et de balai. Tout est fin prêt selon Amadou Balo, un enseignant trouvé sur place.
comme vous constatez dans la cour est déjà propre. Les classes sont prêtes. Les enseignants, nous avons déjà fait le conseil et chacun sait où il doit évoluer. Et les listes sont déjà affichées. C'est la même situation au groupe scolaire Mamadou Diarra numéro 2 de Médina Kouroua, ceci grâce à la collaboration entre les comités de gestion scolaire et certaines associations du quartier. Maintenant, nous avons tout fait pour que tout soit mis en œuvre, pour que l'école reprenne les 2 dans toutes les bonnes conditions. Nous avons eu à noircir tous les tableaux de toutes les classes. Nous avons eu à balayer la cour. Il y a beaucoup d'associations de jeunesse, de Médine, plus les comités de gestion scolaire de Médine, parce qu'il y a 9 groupes scolaires, donc il y a 9 comités scolaires. Ils sont passés ici, ils ont tout balayé. Même constat à l'école de la République à Bagadadji en commune 2 du district où presque les salles de classe sont nettoyées, la cour désherbée, les listes affichées. Toutefois, la position géographique de l'établissement fait qu'il est très sollicité, ce qui met en évidence les problèmes d'infrastructure et d'équipement de l'école. Nous sommes pratiquement à la récupération de certains tableaux bancs. Sinon que les premiers travaux ont été faits, notamment le désherbage et le nettoyage de la cour. Le problème que nous avons, c'est les effectifs que nous devons gérer. Nous avons des classes de 5e année et de 9e qui vont jusqu'à entre 75 et 80 élèves. Pratiquement, on ne veut même pas de transfert. On ne veut pas de transfert, nos salles sont déjà saturées. Tout que nous avons certaines salles qui ne répondent plus, qui sont vraiment des salles très vieilles. Un bâtiment qui date de 1905 selon le directeur coordinateur de l'école. À quelques heures de l'ouverture des classes, certains parents sillonnaient encore les marchés ce dimanche pour l'acquisition des fournitures de leurs enfants. On achète d'abord les habits. Après les habits, maintenant, on vient aux fournitures scolaires et aux nouveaux sacs pour que les enfants puissent aller à l'école. Non, ce n'est pas un choix. C'est pas un choix. Généralement, on attend à ce que vraiment la solde ou bien la paye soit faite pour venir. Je voulais prendre 4 sacs avec les cahiers, avec les bidons de fermeture. Mais ce n'est pas facile. Avec le temps, c'est trop dur. Moi, je suis commerçant, je me débrouille un peu. Que ce soit les écoles ou les parents d'élèves, chacun s'est donné les moyens pour réussir la rentrée scolaire 2023-2024 prévue demain lundi 2 octobre. Très bonne année scolaire à toutes et à tous. Ce communiqué, le président du Conseil national de transition, honorable Malik Diaw, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'octobre de l'année 2023 débutera le lundi 2 octobre. La cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle de Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. Cet événement sera retransmis en direct sur les antennes de l'ERTM et la radio du Parlement, la 89.4 FM. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Des économies urbaines résilientes, les villes motrices de la croissance et du relèvement. C'est le thème de la 38e édition de la Journée internationale de l'habitat, célébrée le premier lundi du mois d'octobre de chaque année. Cette journée est mise à profit par le département en charge de l'habitat pour faire le bilan. Sorana Kamisogo. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Consacrer alors toute une journée à l'habitat est plus que logique. Une occasion appropriée de rappeler au monde le devoir et la responsabilité de façonner l'avenir de nos villes et villages. Cette journée revêt une importance particulière cette année car elle met l'accent sur un thème crucial, à savoir les économies urbaines résilientes, les villes motrices de la croissance et du relèvement. La Journée mondiale de l'habitat a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Plus qu'un rendez-vous annuel, la tribune permet de sensibiliser les acteurs du développement urbain sur cette question existentielle. C'est pourquoi l'ONU Habitat place le mois d'octobre sous le signe d'Octobre urbain. Octobre urbain est une occasion pour tout le monde de participer à la conversation sur les défis et les possibilités créées par le rythme rapide du changement dans nos villes
et villages. Chaque année, en octobre, toute personne intéressée par l'urbanisation durable, les gouvernements nationaux et locaux, les universités, les ONG et les communautés sont encouragées à organiser ou à participer à des activités, des événements et des discussions virtuelles ou physiques. Au Mali, la question de l'habitat reste une priorité pour le gouvernement. Plus qu'une simple affirmation, les investissements consentis dans le domaine en sont la parfaite illustration. Sous le leadership du président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement s'est investi pour la résilience économique de nos villes dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, de la formation, de l'innovation, de la gestion d'un environnement durable et de l'inclusion sociale. Des investissements d'autant plus nécessaires quand on sait que les villes constituent les moteurs de croissance et les piliers de notre avenir. Normal alors de les accorder une attention particulière. L'organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali a tenu hier ici à Bamako sa 12e assemblée générale constituante. Les défis et perspectives de l'organisation et le renouvellement du bureau étaient le point inscrit à l'ordre du jour. Mohamed Sankaré. Cette 12e Assemblée générale statutaire de l'OPECOM, organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali BTP, se tient à un moment où le secteur est confronté à d'énormes difficultés. Les effets de la COVID-19, l'embargo, la situation économique et financière exacerbée par la crise sécuritaire ont eu un impact sur les entrepreneurs maliens. Les dispositions de l'article 5 du décret d'application relatif à la classification des entreprises ne sont plus respectées depuis des années, si bien que des entreprises peuvent accéder au marché qui ne sont pas à leur taille, d'où la concurrence déloyale. De même, les dispositions de l'article 8 de la loi relative aux incompatibilités entre les professions ne sont pas respectées. Chacun fait le travail de l'autre, c'est pour ça qu'on est souvent dans un certain désordre. Placés sous le signe de la mobilisation pour un secteur BTP performant au service de la population, les acteurs du secteur ont demandé une relecture diligente des textes. Ces réformes envisagées font partie des priorités du gouvernement de la transition. Je confirme que mon département est déterminé à réglementer ce secteur et à l'assainir en relation avec toutes les parties impliquées pour mieux répondre aux nombreuses préoccupations dans le secteur de la construction. Le respect des règles de construction, le respect de l'incomptabilité de vos professions d'entrepreneurs, d'architectes, d'ingénieurs conseils, de géomètres, d'urbanistes, de promoteurs immobiliers et le respect de la déontologie sont essentiels pour atteindre les objectifs. Compte tenu des difficultés réelles du secteur et des moyens limités par rapport aux défis, il nous appartient ensemble d'optimiser les ressources qui sont mises à notre disposition, de les utiliser rationnellement dans la limite compatible avec l'efficacité de nos programmes et projets. Le département exigera et continuera d'exiger que tous les travaux se réalisent dans les règles de l'art, dans le respect des délais contractuels et dans la rigueur. Les délégués ont planché sur le rapport d'activité et l'état financier ainsi que les défis à relever. Au terme des travaux, ils ont renouvelé leur confiance en Boubacar Assimi Diallo. Il a encore 5 ans pour gérer les préoccupations du secteur des BTP. Les communautés chérifiennes Kelansar, Idnan, Imouchag et Chamanamas et alliés se dissocient des attaques contre les emprises des femmes, réaffirment leur attachement à un Mali uni et souverain. Après un communiqué, elles étaient réunies hier pour réaffirmer leur engagement à maintenir un climat apaisé propice au dialogue. Bemba Sibi. 5 communautés et un engagement commun. Le Mali est un et indivisible et sa souveraineté est indiscutable. Face à la recrudescence des attaques contre l'armée, les communautés chérifiennes Kelansar, Idnan, Imouchag, Chamanamas et alliés réaffirment leur attachement à la paix et à la préservation de la souveraineté du Mali. Nous tenons à nous démarquer entièrement des actions posées par le CSP. Aussi, nous avons passé le message de l'importance d'appeler à l'unité nationale, de reconnaître ce caractère unitaire de la République et d'inviter l'ensemble des Maliens à s'inscrire
dans cette dynamique. Je lance un appel à toutes les communautés, de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur, de soutenir d'abord les actions du gouvernement, la transition, qui n'a jamais cessé de tendre sa main au groupe signataire. Tu vois. Et je lance un deuxième appel aussi au groupe signataire de revenir sur la table de négociation pour que nos pauvres populations puissent retrouver la paix. Ces attaques sont de nature à annihiler les multiples efforts du gouvernement pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le gouvernement a, dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, posé plusieurs actes et plusieurs actions. Certes, tout l'accord n'est pas mis en œuvre, mais il ne faut pas occulter ce qui a été fait et au détriment de ce qui n'a pas été fait. À ces attaques s'ajoutent les messages de haine distillés auprès de certaines communautés, des messages qui sont d'ailleurs la plupart du temps de fausses informations, d'où cet appel à la vigilance et à la prudence. Les populations sont inondées par des messages, parfois des messages d'intox, qui ne rassurent pas et qui anéantissent un peu les efforts du gouvernement qu'il pose tous les jours pour que la population reste sereine et qu'elle accompagne les efforts du gouvernement pour la paix, pour la stabilité. On constate une certaine fébrilité, un sentiment d'une certaine insécurité suite à des messages de haine qui sont véhiculés un peu partout sur les réseaux sociaux. Dire que le Mali est notre bien à nous tous, qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse se sentir plus malien qu'un autre. Le Mali est un pays pluriethnique. À toutes les communautés, de véhiculer des messages de paix et de bannir les messages de haine entre les communautés. On n'a que ce pays, on ne sait pas où aller si ce n'est pas dans ce pays. Ce n'est pas parce que je suis à Bamako que je le dis partout. Il faut que les gens reviennent à la raison et véhiculer des messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et les membres de la communauté d'inviter le gouvernement et les mouvements signataires de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger à privilégier le dialogue. Ceci pour préserver la paix sociale et faire face aux défis communs, à savoir la sécurité et le développement du Mali. À Koutiala, les producteurs s'adonnent de plus en plus à l'aménagement hydro-agricole des casiers rizicoles et des vergers. C'est une nouvelle donne qui concourt peu à peu à la création d'usines de transformation des fruits, des produits agricoles et maraîchers. Certaines réalisations viennent d'être visitées par le gouverneur de la région de Koutiala, Brema Kone. L'aménagement hydro-agricole des casiers rizicoles et des vergers se développe de plus en plus à Koutiala, ce qui est perçu comme un gage d'autosuffisance alimentaire. Pour encourager des initiatives de ce genre, le chef de l'exécutif régional a sillonné quelques localités. Ainsi, à Fonfana, un village de la commune rurale de Tao, situé à une 50aine de kilomètres de Koutiala, 8 hectares aménagés par Aruna Koulibaly ont concerné la première étape de cette visite. En plus de la culture du coton, il faudra que aussi les gens comprennent qu'on est en train de faire autre chose à Koutiala exactement. Donc cet exemple sera reproduit ailleurs. Un type de partenariat public-privé en quelque sorte qui met en tout cas les communautés face aux défis d'aménagement des bas-fonds au niveau de la région. Nous pensons que c'est une très bonne initiative qu'il faut encourager. De retour de Fonfana, le gouverneur est passé par les casiers rizicoles de Mohamed Daouda Diarra dit Djoromadou. À cette étape, le constat est qu'après la récolte du riz, la culture d'autres choses sur les 20 hectares aménagés sera possible pendant la saison sèche grâce à un cours d'eau artificiel. En plus de ces sites, Djoromadou dispose d'autres grandes superficies cultivées en maïs, mil, sorgho et coton. Si nous faisons assez de travail, on fait des financements pour aménager les endroits et que le gouverneur même se déplace pour venir les voir, c'est pour nous encourager. Après ça, la récolte de ça, on va faire le bleu et avec l'accompagnement de la direction régionale de l'agriculture aussi. Donc je remercie beaucoup le gouvernement qui nous a aidés cette année pour l'engrais
pour qu'on puisse faire bien le travail. Pour qui connaît Koutiala, c'est en fait une région d'agriculture, une région qui avait vocation, pas uniquement, mais principalement la culture du coton. On est en train de diversifier aujourd'hui cette culture. On ne cessera pas de bouger, on va jusqu'à la récolte. Vous verrez qu'on va tourner pour que ces paysans puissent être cités en exemple. De l'autre côté de la ville de Koutiala, précisément sur la route de Konseguela, le général Abdoulaye Cissé a félicité et galvanisé Oumar Malé qui excelle dans la production d'oranges et de poissons. De cet étang, l'on récolte 6 tonnes de poissons par an. Quant aux revenus liés à ces vergers irrigués à travers le système de goutte à goutte, ils sont colossaux. Toutes choses qui ont permis à Oumar Malé de mener d'autres activités, notamment commerciales et industrielles. J'ai d'abord cultivé du maïs, puis pratiqué de l'élevage sur cette parcelle avant de la transformer en verger. Grâce à ce verger, j'ai pu créer une usine de transformation des produits agricoles. C'est des réalisations qui lui sont venues par son initiative personnelle. Sur le plan nutritionnel, ça a un apport important. Et sur le plan aussi même commercial, il y a beaucoup qui travaillent sur la base de la vente de ces produits-là. Ça leur rapporte beaucoup. C'est des paysans, mais c'est des industriels aussi. C'est eux-mêmes qui transforment les mêmes produits qu'ils cultivent, qu'ils récoltent. Donc, c'est un encouragement que nous venons leur apporter au nom des plus hautes autorités et en même temps dire que nous pensons à eux. Nous ne ménagerons aucun effort pour les accompagner. Les aménagements hydro-agricoles prenant corps dans la région de Koutiala devront servir de levier important pour intensifier les productions industrielles, histoire de booster l'économie régionale pour le bonheur des populations. Le jardin potager, c'est la première appellation de l'Institut Polytechnique Rural de formation et de recherche appliquée IPR-IFRA de Katibougou, créé en 1895 au moment du Soudan français et transféré à Koulikoro entre 1900 et 1902. L'IPR-IFRA de Katibougou a été créé dans le but de former des cadres moyens dans le domaine universitaire et post-universitaire. Il ressort des statistiques que les sortants de l'IPR-IFRA de Katibougou représentent 80% des agents du développement rural. Ils sont soit des techniciens ou des ingénieurs. Djemba Moussa Konate. Alousseini Bretodo, ancien secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, Nassiri Nana Yaya Aïdara, ancienne commissaire à la sécurité alimentaire, ou encore Seydou Idrissa Traoré, ancien PDG de l'Office du Niger, et Agatam Ag Alassane, ancien ministre de l'Agriculture, sont tous des sortants de l'IPR-IFRA de Katibougou parmi tant d'autres. Créé à Kaï en 1895 au moment du Soudan français et transféré à Koulikoro entre 1900 et 1902, l'IPR-IFRA de Katibougou a été créé dans le but de former les cadres moyens dans le domaine universitaire et post-universitaire. La deuxième mission de l'Institut, c'est la recherche et la technologie, ainsi que le renforcement des capacités des agents qui sont sur le terrain. Les terres de Kati n'étaient pas adéquates, mais en même temps, l'espace était restreint. Donc, à la recherche d'une terre fertile, ils ont trouvé ce lieu ici qui se situe entre la colline et le fleuve Niger. En prenant dans un premier temps 400 hectares, et ils ont changé le nom. Au lieu de jardin potager de Kati, c'était devenu le centre d'agricole et ensuite un centre de recherche agricole, puis c'est devenu une école des maîtres laboureurs pour l'Afrique francophone. Structure exclusivement dédiée au développement rural, l'IPR-IFRA de Katibougou est une cheville ouvrière dans l'atteinte de la sécurité alimentaire au Mali. Il fait partie de l'identité de la deuxième région. L'IPR-IFRA de Katibougou a permis à Koulikoro d'être la deuxième ville universitaire du Mali, après Bamako. Et aussi sur le plan pollution atmosphérique, le domaine de l'IPR qui fait environ 350 hectares, avec sa forêt dense, constitue aujourd'hui un véritable poumon pour la ville de Koulikoro qui doit être préservée.
Il ressort des statistiques que les sortants de l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche appliquée IPER-IFRA de Katibougou représentent 80% des agents du développement rural. Ils sont soit des techniciens ou des ingénieurs. Aujourd'hui, l'Institut a contribué à la formation d'environ 200 hauts cadres qui occupent ou ont occupé des hautes fonctions au Mali et en Afrique. Je suis la première promotion de filles à avoir intégré pour la première fois l'IPER de Katibougou en 1979, après mon bac en 1975, au lycée des jeunes filles. On est rentré, on était à l'époque seulement 9 jeunes filles. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, après le parcours là, l'IPER de Katibougou a beaucoup contribué dans ma carrière professionnelle. Je suis sortie avec une licence ingénieur d'élevage à Katibougou. J'ai eu la chance de travailler 2 à 3 années à l'Office malien du bétail et de la viande. Et ensuite, j'ai eu une bourse pour aller aux États-Unis pour faire mon master. Nous avons fait les plus petits villages du Mali. Nous avons parcouru tous les pays. Et cette formation rurale, en plus de la formation militaire, nous a permis effectivement de nous adapter aux différents environnements naturels, mais aussi sociaux dans lesquels nous avons évolué. L'Institut œuvre pour mieux assurer l'autosuffisance alimentaire au Mali. C'est ainsi qu'il a développé les recherches, surtout dans le domaine de la filière pommes de terre, en créant le laboratoire biotechnologie végétale, une référence dans la sous-région. Je voulais que le maïs soit au top et c'est pour ça que j'ai fondé le premier laboratoire de biotechnologie végétale et d'agrophysiogénétique dans la sous-région et en Afrique de l'Ouest. Et ce laboratoire, il est fonctionnel et je suis très fier de mes successeurs qui sont en train de l'animer et je suis très fier de l'accompagnement qu'ils sont en train de faire au monde paysan. Maintenant, évidemment, on peut toujours dire que tous les problèmes ne sont pas résolus. Si tous les problèmes sont résolus, autant ne pas exister. C'est vrai, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité. J'ai commencé par la recherche en tant que chercheur. Et puis après, je suis parti sur le terrain en tant que vulgarisateur. Après, conseiller technique à la présidence, ministre, directeur, pour finir PDG. J'ai occupé pratiquement tous les hauts postes du secteur du développement rural. Ce qui m'a permis d'embrasser pratiquement tous les problèmes de ce secteur. L'Institut avait un effectif de 900 étudiants en 2015. Aujourd'hui, il en compte 4000. Actuellement, des étudiants de 12 nationalités sont en formation au sein de l'IPER-IFRA de Katibougou. Pour mieux atteindre la souveraineté alimentaire, l'instruction, la formation et la prévision occupent une grande place. C'est à quoi s'attelle l'IPER-IFRA de Katibougou depuis plus d'un siècle. Troubles de l'ovulation, des chutes de cheveux, obésité. Si vous avez ces symptômes, consultez un médecin car ce sont les signes du syndrome des ovaires polykystiques, une maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique, mais les recherches en cours pourraient changer la donne. Au Mali, il n'existe pas également de statistiques fiables, mais selon un sondage à travers les réseaux sociaux, plus de 63% des femmes souffrent de ce mal et peu en parlent. Le sujet a intéressé la rédaction qui décide de briser les mythes autour de cette maladie. Awadit Makamara. Myriam, c'est son prénom d'emprunt. Elle a accepté de nous recevoir dans son lieu de travail ce mardi matin. Pensive, les yeux en larmes derrière ses lunettes, la jeune dame de 23 ans, célibataire, traîne avec elle une maladie qui lui coupe le sommeil, le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. À voir mon physique, je me suis toujours dit que c'était pas normal, jusqu'à ce que l'an passé, je fasse des analyses et tout. Après mes nombreuses analyses chez un gynécologue que je l'ai su. Le syndrome des ovaires polykystiques est une maladie hormonale caractérisée par l'absence d'ovulation ou une ovulation irrégulière, un taux élevé d'hormones masculines. Le cas de Myriam n'est pas un cas isolé. De nombreuses femmes vivent avec cette maladie et ont du mal à en parler. C'est le cas de Bintou et Founé. Toutes deux, fuyant la caméra, ont décidé de nous envoyer leurs témoignages par email. Bientôt 9 ans de mariage. Je n'ai pas eu d'enfant. Au départ, j'avais cru que c'est une maladie traditionnelle.
Les premières alertes de cette maladie sont entre autres les troubles de l'ovulation, l'obésité et la perte des cheveux. Une prise importante du poids et insomnie souvent, je peux faire 1 mois ou 2 mois, je ne dors pas la nuit et je pousse des barbes et le cou noir, le genou noir. Le diagnostic est clinique, biologique et aussi échographique. Les dames consultent généralement pour un cycle long. Donc elles consultent pour ça. Elles peuvent consulter aussi pour une absence de règles pendant 3 mois ou plus de 3 mois, ce qu'on appelle l'aménorrhée. La dame peut consulter aussi pour excès de poils. Le SOPK est donc très fréquent selon nos recherches. La maladie touche 10% de la population féminine dans le monde. Les résultats d'une autre étude révèlent qu'elle concerne plus de 23% des femmes en Afrique. Malgré tout, le syndrome des ovaires polykystiques reste méconnu et surtout mal diagnostiqué. Le tabou qui l'entoure à cause de l'infertilité fait que de nombreuses femmes refusent d'en parler. J'en parle à mes amis intimes, mais vraiment intimes. À part ça, là, j'en parle pas. Parallèlement à ces témoignages vivants, un sondage posté sur les réseaux sociaux démontre à quel point il est urgent d'agir. Il ressort que plus de 64% des femmes souffrent de ce mal et seulement 21% ont décidé de briser le silence. La méconnaissance de la pathologie fait qu'il existe moins de publications sur la question. Au Mali, à défaut de statistiques fiables, Modibo Diarra, docteur généraliste, a consacré sa thèse sur le SOPK. On voulait faire ressortir par là un mal qui est vraiment sous-diagnostiqué dans notre contexte et qui rend beaucoup de femmes malheureuses. Ça a été une étude descriptive. On avait presque 20 patientes, mais au fur et à mesure de l'évolution, compte tenu de la manière dont on devait s'y prendre pour poser le diagnostic, on a dû éliminer beaucoup de patientes qui n'avaient pas les moyens de faire le bilan hormonal. Voilà. Donc au final, on s'est retrouvé avec 8 personnes qui ont pu continuer le processus. Le syndrome des ovaires polykystiques est une maladie incurable, mais il n'est pas forcément signe d'infertilité. Il faut des mesures hygiéno-diététiques. Cela veut dire qu'il faut que la femme fasse le sport. Donc, il y a aussi le traitement médical. Si la dame ne désire pas de grossesse, pour traiter, on peut donner des pilules contraceptives qui vont mettre l'ovaire au repos pendant quelques mois. Si la dame désire une grossesse, on peut donner des inducteurs de l'ovulation. Cela veut dire que aider la dame à augmenter la taille des follicules et ovuler dans des conditions normales. Une bonne hygiène de vie est importante pour éviter ce mal. Attention, le silence autour de cette maladie peut faire très mal. L'alerte est donc donnée. Opération Sanua à la cité administrative débutée hier samedi, elle consiste à libérer les parkings de ce haut lieu de l'administration des véhicules en mauvais état longtemps stationnés. Ces véhicules affectent considérablement l'environnement et ternissent l'image de la cité administrative. Cette occupation anarchique, selon les initiateurs de l'opération, a entraîné un véritable désordre dans la cité avec des stationnements inappropriés. Ce sont des dizaines de véhicules qui ont été transportés dans la cour du groupement mobile de sécurité ce dimanche. À titre de rappel, les parkings de la cité administrative ont une capacité d'accueil de 600 véhicules. Ce communiqué, le Rassemblement des Maliens, RAMA, le comité directeur du Congrès national d'initiative démocratique, Sine Faso Iriwaton, le mouvement du peuple pour la République et la démocratie, le collectif pour la défense des militaires, le mouvement social pour le renouveau, le mouvement du peuple pour la République et la démocratie, le renouveau Faso Katikan, tous saluent la décision du gouvernement d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. Le Synode Faso Yiriwaton encourage le gouvernement à plus de concertation dans les prises de décisions engageant la vie de la nation. Il invite le gouvernement à engager toutes les procédures judiciaires appropriées pour obtenir de la société IDEMI le transfert
des propriétés incluant le mot de passe du système de gestion de la base des données du RAVEC et transmettre les dossiers à la justice pour toute fin utile. Quant à l'URD, elle dit prendre acte des décisions du gouvernement concernant le report de l'élection présidentielle. L'URD salue les efforts des autorités de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Elle exhorte le gouvernement à tout mettre en œuvre pour proposer dans les meilleurs délais le nouveau chronogramme. L'Office central des stupéfiants, OCS, est à pied d'œuvre pour interpeller ceux qui continuent de consommer bien sûr la chicha, conformément à l'arrêté interministériel signé par 6 départements, dont le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, interdisant la chicha au Mali. Ce week-end a été particulièrement chaud pour les récalcitrants. Une trentaine d'interpellations a été opérée par les agents de l'OCS dans une vingtaine de chicha club de la capitale. Saloum Konaté. Il est 23h ce samedi 30 septembre 2023 à l'antenne OCS Rive droite de Bamako, point de rassemblement. Objectif, sillonner la capitale avec comme mission constater l'effectivité de la mesure d'interdiction de vente de la consommation du chicha. Et c'est là 8 mois après l'entrée en vigueur de la décision. Avant d'embarquer, les consignes sont données par le chef des opérations du jour, le capitaine Abdoulaye Traoré. La mission, c'est de patrouiller ce soir à partir des horaires à la rive droite, vérifier les différents restaurants en vue d'interpeller les gérants qui s'adonnent à la vente de chicha et d'interpeller aussi les consommateurs qui s'y trouvent. La courtoisie et le professionnalisme sont de rigueur. Les consignes aussi données, la mission peut bien démarrer. Plus d'une vingtaine de chicha clubs ont reçu la visite des éléments du capitaine Abdoulaye Touré entre 23h et 5h du matin. C'est un week-end particulièrement mouvementé car la moisson a été fructueuse. Une trentaine d'individus, j'allais dire réfractaires à la mesure, ont été interpellés. Et l'OCS est prêt à faire appliquer la loi. Conformément aux instructions données par les autorités, le directeur de l'Office central des stupéfiants, le colonel-major Foussine Keita, s'est dit déterminé à mener une lutte implacable contre les hors-la-loi. Pour ce faire, tous les moyens ont été mis à la disposition de l'Office central des stupéfiants par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile afin que l'OCS mène à bien ses missions régaliennes. Donc pour la présente patrouille de dissuasion, l'OCS a engagé un gros moyen pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement. C'est là qu'ils continuent encore à défier l'arrêté interministériel interdisant l'importation, l'exportation, la distribution, la vente, la consommation et l'usage de la chicha et tout après similaire sur toute l'étendue du territoire national. Cette pression, l'OCS entend maintenir afin de préserver des vies et répondre aussi aux attentes des autorités de la transition. Nous, vraiment, on suit la loi à la lettre et nous ne sommes plus dedans. Et je dirais à toute la jeunesse malienne que les chicha, vraiment, ça fait des ravages et puis qu'on doit stopper de fumer. De Niamakoro à Bako-Djukoroni, en passant par Yilimadjo, aucun chicha club n'a échappé à la vigilance des agents de l'Office central des stupéfiants. Entre laisser la jeunesse, entre la dépravation des mœurs et la maladie, les autorités de la transition ont vite fait le choix, celui de préserver la santé publique. Donc nous continuons à maintenir la pression jusqu'à ce que les quelques récalcitrants qui continuent encore la pratique abandonnent pour leur grand bonheur. Faut-il le signaler que cette descente était conjointement menée dans toutes les régions du Mali par les antennes OCS, à en croire le porte-parole de l'OCS. Ces opérations vont se poursuivre pour un Mali sans chicha, a-t-il martelé. En attendant, les récalcitrants seront présentés au procureur du pôle judiciaire spécialisé. Près de 50 millions de francs CFA, c'est la valeur d'une donation que la société Baraka Petroleum et son partenaire, la CEMOS, vient de faire dans la commune de Sadiola. Il s'agit de matériel scolaire et sanitaire pour un chèque de 10 millions de francs CFA pour la mairie. Ce geste entre dans le cadre du développement local. Envoyés spéciaux à Sadiola, Boubacar Bablen Touré et Djeli Maran Djabati. Élan de solidarité, en partenariat avec la CEMOS SA, la société Baraka Petroleum vient de faire une importante remise de dons composés de matériel scolaire et sanitaire à la population de Sadiola
dans la région de Caille. Ces matériels sont destinés aux écoles et au CESCOM, deux secteurs indispensables dans le développement de la localité. La donation que nous venons d'avoir, c'est une donation qui nous aidera à améliorer la qualité de prise en charge des patients. Cette donation nous appuie et nous permet la bonne exécution de nos pratiques de classe. Un seul mot pour marquer notre reconnaissance. Merci. Un véritable ouf de soulagement pour ces hommes et femmes de Sadiola qui verront non seulement leur plateau technique amélioré, mais aussi un meilleur cadre de travail pour les élèves et le corps enseignant. Le matériel, c'est pour les études. Donc à nous maintenant de mettre le paquet pour que les enfants aussi montrent à cette société qu'ils sont là et qu'ils sont conscients. Nous, les femmes de Sadiola, sommes très heureuses pour cette donation. En plus de ce don d'une valeur de 30 millions de francs CFA, un chèque de 10 millions a été remis à la mairie de Sadiola. Au-delà de sa mission principale, la société Baraka s'est imposé un certain niveau de responsabilité sociale qui l'a conduite à établir un programme RSE qui s'étend à toutes les couches de la société malienne. L'eau de fournitures scolaires et de matériel de santé viendront, nous en sommes convaincus, renforcer les énormes efforts de l'État et de la commune de Sadiola dans le cadre de la fourniture des services de l'éducation et de la santé à Sadiola. La remise symbolique de matériel, d'un chèque géant accompagné de quelques pas de danse du terroir ont été les faits marquants de cette cérémonie de donation à Sadiola. Cette nouvelle 4e congrès extraordinaire de l'UPU du 30 septembre au 7 octobre 2023, une délégation du Mali conduite par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilien, participe au 4e congrès extraordinaire de l'Union postale universelle UPU à Riyad au Royaume d'Arabie Saoudite. Lors de cette rencontre, les participants examineront les propositions relatives à l'ouverture de l'Union aux acteurs du secteur postal élargi ainsi que d'autres questions urgentes relatives au secteur postal. Aussi, faut-il le rappeler, ce 4e congrès extraordinaire a été décidé lors du 27e congrès ordinaire de l'Union qui a vu notre pays intégrer le conseil d'administration de l'UPU au nom de l'Afrique. La scène Mangala Camara du Centre culturel Corée de Ségou a accueilli la finale de la 10e édition du concours Corée Hip Hop. Les postulants ont reçu une formation sur les techniques du rap. La particularité cette année est la participation de toute la région, de toutes les régions. L'initiative est du groupe Corée Art Culture à travers le Centre culturel Corée de Ségou. Envoyé spéciaux à Ségou, Tchadja Moussa Camara et Cheikh Omar Sankari. Du flot dans le vent et sous la lumière, la scène Mangala Camara du Centre culturel Corée de Ségou vibre au rythme du HIP-HOP. Des 6 finalistes du concours Corée Hip Hop sortis des phases éliminatoires, c'est Martin Kamei Traoré alias Freshka de Ségou Pelengana qui arrive en tête. Tout ce qui est en rapport avec la trappe, tout ce qui est agressif, il peut Sur scène, les postulants ont presté en playback, semi-live et live. Ils ont été départagés sur 5 critères. Donc, le premier critère, c'était le texte. Nous avons évalué aussi sur la prestation scénique. Nous avons évalué aussi l'impact du public. Et nous avons évalué l'originalité, c'est-à-dire la créativité des uns et des autres. Et nous avons vu aussi la tenue, etc., comment est-ce que l'artiste était habillé. Sur le podium, Fresca est suivi de Jean Koné alias Efralgan Djiouli d'Aviavia de Tominia et Issa Mamadou Dambélé IMD de Bla. Les 3 premiers vont être soutenus et accompagnés par le Centre culturel Corée durant toute une année, dont la promotion, la production, la diffusion est prise en charge par le Centre culturel Corée. Cette 10e édition du concours Corée Hip Hop est parrainée par Milmo N Sahel qui n'a pu faire le déplacement. Des grands noms du rap étaient à ces rendez-vous de Ségou. Mon meilleur album même, je l'ai fait ici.
Donc, Corée a contribué à développer l'art au Mali. Véritablement, les rap s'urbanisent à Ségou à travers le concours Corée hip-hop du Centre culturel Corée. Chronique Culture et Société, on parle ce soir de la Journée mondiale du tourisme. L'événement est célébré le 27 septembre de chaque année. Dans ce numéro, Alpha Maïga met l'accent sur les efforts du département de la culture pour le développement du secteur touristique. Suivant. Au Mali, le tourisme intérieur est une alternative, un outil compensatoire pour le tourisme général du pays avec ses aspects. Il y a un aspect visible, un aspect moins visible, donc intermédiaire, et un aspect moins connu, c'est-à-dire l'invisible. Qui dit tourisme dit obligatoirement espace géographique. Il y a 1001 choses et une possibilité de visiter ce pays, de faire en sorte qu'il soit davantage valorisé. Son développement constitue une priorité pour le ministère de tutelle, non seulement en tant que facteur de résilience à court terme, mais aussi pour en faire un levier de développement à long et moyen terme. En témoigne ici la tenue de la 2e édition du City Tour Bamako avec ses chiffres. 3 mois d'activité, 13 week-ends, et au cours desquels nous avons enregistré près de 16 000 participants, soit une augmentation de 50% par rapport à l'objectif initial qui était de 10 000 participants. Le tourisme intérieur est une des mamelles du tourisme malien avec l'essentiel des sites culturels et historiques dans les régions. Au niveau du district de Bamako, l'offre était principalement articulée autour des musées et galeries, mais également autour des monuments tels que le monument de l'indépendance, le mémorial à Modibo Keïta, le parc des Sofas. Lorsque nous nous rendons au niveau de la région des Cailles, et principalement c'était le fort de Médine, et Médine associé également à la cité historique de Logo-Sagousseré. Dans la région de Ségou, c'est naturellement le vestibule de Biton-Koulibaly, mais également le barrage de Markala. Pour les arts, le cas mythique est là, c'est la biennale artistique et culturelle. Avec l'expérience merveilleuse que nous venons de vivre à Mopti pendant au moins 15 jours. C'est un trésor à sauvegarder. La crise sanitaire et la crise sécuritaire ont freiné ce développement alors qu'il constitue un apport considérable au développement économique dans les régions. Et là, la promotion du tourisme rime bien avec le tout risque. La dynamique, c'est véritablement le patriotisme touristique. Amener les acteurs nationaux, amener les populations à visiter les sites touristiques du Mali. Chaque fois que nous essayons de visiter un site touristique, on redonne espoir à faire en sorte que ces personnes qui vivent de l'activité touristique ne puissent pas perdre leur emploi. Il faut le dire, mais qui n'aimerait pas un jour, une heure, vivre la traversée des bœufs à Diafarabi, vivre les enivrantes Méharé du sud à l'extrême nord du Mali. Aussi, voir le coucher du soleil sur les dunes roses, ou prendre à rêver dans la vallée du Serpent, ou dans le Tamesna, assoupi sous la croupe ondulante du dromadaire blanc. Et c'est tout ça le Mali. « 20h Week-end, c'est avec vous Abdoul Karim Kaba, bonsoir. Bonsoir Fousseni Toungara et bonsoir tout le monde. Ligue des champions, dernier tour qualificatif, fin de course pour la céréale de Bamako. Tout à fait, la mission commando des Scorpions de Bamako en Mauritanie n'a pas été couronnée de succès malgré le nul d'un but partout tout à l'heure. Les Scorpions s'arrêtent ainsi à la porte d'entrée de la phase négative de poule de la Ligue des Champions. La messe était déjà dite ici à Bamako lors de la manche aller. Les Mauritaniens du FC Nouadhibou avaient surclassé les Real de Bamako au stade du 26 mars par 3-0. Fin de course donc pour les Real. Rappelons qu'aucune équipe du Mali n'a encore réussi à franchir le cap des barrages de la Ligue des Champions africaine. Coupe du numérique, le tirage au sort de la 3e édition a été effectué ce vendredi.
Les 10 équipes participantes connaissent désormais leur sort dans les 2 poules de la Coupe du numérique édition 2023. La cérémonie de tirage au sort a eu lieu ce vendredi au Centre international de conférence de Bamako CICV en présence des représentants des structures devant participer à ce tournoi et plusieurs autres personnalités. À noter que AMRTP et APEJ est l'affiche du match inaugural de cette 3e édition de la Coupe du numérique. Les détails avec Mohamed Nama Keïta. La 3e édition de la Coupe du numérique démarre dimanche 10 octobre avec l'opposition AMRTP-APEJ. À quelques jours de l'événement, le collectif des comités syndicaux et représentants du personnel des structures étatiques du secteur du numérique CSN a innové cette année en initiant la cérémonie du tirage au sort dînatoire. Au lieu de rester derrière les vitres des bureaux ou échanger, faire des échanges téléphoniques ou par courrier, nous avons voulu donner une autre dimension à la Coupe du numérique. Que l'ensemble des acteurs du numérique, surtout les premiers responsables, se retrouver autour des valeurs du sport et dans un esprit de convivialité et de fraternité. Pour la bonne réussite de la compétition, la commission d'organisation a fait honneur au directeur général de l'AGFO, Boubacar Sako, pour parrainer la présente édition. C'est un moment spécial où nous nous rassemblons en tant que communauté pour célébrer notre amour pour ce sport, pour la compétition saine et pour l'amitié qui nous unit. Le moment le plus attendu de la soirée a été la répartition des 10 équipes entre 2 poules. La MRTP, la Poste, la HAC, l'AGFO et l'APDP forment la poule A. La poule B comprend l'APEJ, la MAP, la SMTD, l'ORTM et la DNEN. Les 2 premières équipes de chaque poule se qualifieront au 2e tour à la suite des mini-championnats. Le prix du meilleur buteur de la 2e édition a été remis à Boubacar Belkoba de l'AGFO. La commission, qui tient au respect des règlements de la compétition, a fait une démonstration du dispositif de contrôle des joueurs. Place à présent à notre dossier du 22 septembre, Abdul Karim Kaba. Oui, consacré au sport, de 1960 à nos jours, le sport malien, toutes disciplines confondues, a vécu des émotions dans tous les étages. Des médailles d'or, d'argent et de bronze sont récoltées en football, en judo, en taekwondo, en boxe, en basketball, en volleyball et handball. Le sport malien d'hier à aujourd'hui, une réalisation de Siragatou Sissé, Tchadja Moussa Kamara et Suleiman Diabati. Dès l'indépendance du Mali en 1960, le sport est entré au programme des filles et fils du pays. Et le choix des disciplines est volontaire. Les politiques de l'époque instaurent la pratique du sport comme activité d'utilité publique. Le sportif, toutes disciplines confondues, est considéré comme un ambassadeur. Au début des premières années post-indépendance, il y avait beaucoup d'interventions du gouvernement, beaucoup d'amateurisme et beaucoup d'engagement patriotique pour porter les couleurs d'une nation. Et petit à petit, est venu le phénomène de la professionnalisation. Et on s'est rendu compte que pour obtenir des résultats, il est parfois utile que les meilleurs de nos représentants aillent tenter la chance dans des championnats, dans des compétitions plus relevées. Les fruits sont récoltés. Le peuple applaudit et félicite les premiers médaillés. Lamine Touré en judo dans la catégorie moins 78 kg aux Jeux africains de Brazzaville en 1965 et Namakoro Nyare au lancer de poids et aux 200 et 800 mètres en 1965 à la même compétition. Ils seront imités quelques années plus tard par Sunkalo Bagoyogo, double champion d'Afrique 1974 et 1979 en boxe dans la catégorie des poids mi-lourds. Le football malien a aussi son chapitre de récompenses individuelles avec Salif Keita, premier ballon d'or africain en 1970. Frédéric Oumar Kanouté, ballon d'or africain 2007.
Seydou Keita, meilleur joueur de la Coupe du Monde Junior 1999, et Adama Traoré Nos, meilleur joueur de la Coupe du Monde Junior 2015. Des vedettes, Cheikh Fantamadi Keita, meilleur buteur de la CAN 72 avec 5 réalisations. Frédéric Oumar Kanouté, co-meilleur buteur de la CAN 2004 avec 4 buts. Et Cheikh Tidiane Diabaté, co-meilleur buteur de la CAN 2012 avec 3 réalisations, se sont illustrés. Le taekwondo nous a fait aussi vibrer avec le triomphe de Daba Modibo Keita, double champion du monde 2009 et 2011. Les sélections d'âge au niveau des cadets s'offrent 2 CAN consécutives, en 2015 au Niger et 2017 au Gabon. C'est la première fois dans les annales de cette compétition qu'une équipe s'adjuge la médaille d'or 2 fois de suite. Les Aiglonnais ratent la finale de la Coupe du Monde 2015 devant le Nigeria. Les Aiglons, c'est-à-dire les moins de 20 ans, eux sont classés 3e à la Coupe du Monde 2015. Et c'est la 2e fois dans l'histoire, après 1999, que le Mali monte sur le podium. Les Aigles Espoirs du Mali se qualifient pour les Jeux Olympiques Paris 2024, et cela 20 ans après Athènes 2004. Le sifflet malien, toutes disciplines confondues, a honoré les couleurs nationales en Afrique et dans le reste du monde. Idrissa Traoré dit Dribos, Modibo Ndiaye, Draman Dante, Sidi Bekay Magassa, Koman Koulibaly, Ousmane Karambe, Mahamadou Keita dit Wankiou, Boubou Traoré et Moussa Ismaïla Touré. La solution la plus abordable, c'est peut-être faire un musée photographique déjà de cela, et on peut le compléter par des objets symboliques comme premier ballon d'un tel, ceci, cela. Le sport collectif a eu son lot de joie. En football, la première médaille d'argent est récoltée par les Aigles du Mali aux Jeux africains de 1965. La deuxième avec le même métal 72 à la CAN au Cameroun. Il a fallu attendre les CAN 2012 au Gabon et 2013 en Afrique du Sud pour voir le Mali décrocher 2 médailles de bronze. L'organisation de la CAN des cadets au Mali en 2015 et la CAN senior en 2002 fait partie de l'histoire. Nous sommes une mine de talents, ça c'est indéniable, tout le monde le reconnaît. On espère que des talents puissent effectivement nous donner cette satisfaction. Mais j'ai l'impression que les cadets, nous ne sommes pas arrivés encore à résoudre un problème, c'est le problème de la maîtrise de la carrière d'un joueur. S'agissant des clubs, le Stade Malien de Bamako inscrit son nom au palmarès en 2009 en Coupe de la Confédération. En basketball, les Aigles Dames du Mali sont sacrés champions d'Afrique 2007 à Dakar. Une consécration, une première étoile montrant la voie à leurs cadettes couronnées à leur tour 8 fois d'affilée. Un record en Afrique. Les garçons, eux, gagnent une fois le trophée en 2017. Les moins de 19 ans garçons s'inclinent en finale de la Coupe du Monde 2019. Jamais dans l'histoire, une équipe africaine n'a atteint cette étape. En club, le Djoliba se remporte le trophée en Coupe d'Afrique des clubs champions féminins en 2005. Tous ces succès individuels et collectifs célébrés serviront de repère pour la future génération. Les autorités de la transition ont un regard sur toutes les disciplines sportives. De la case des programmes établis à celle de résultats, le sport au Mali avance. Toutes les fédérations travaillent de concert avec le Comité national olympique et sportif du Mali. Voilà, merci Abdul Karim Kawa, c'est tout pour la page sport, n'est-ce pas? C'est ce qu'il fallait retenir, Fosseline Tunkara. Merci beaucoup. À suivre dans nos programmes demain à 14h, la prestation de la troupe de Caille à la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Également dans nos programmes ce soir, question d'actualité, rentrée scolaire 2023-2024, les dispositions prises, les programmes pédagogiques et les mesures pour une bonne rentrée et surtout une bonne année scolaire dans un climat apaiser des propositions pour améliorer notre système éducatif. C'est un débat animé par Sira Bachidi. Également dans nos programmes ce soir, juste après cette édition, votre émission Défense citoyenne, une présentation d'Abdoulaye Sako. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.